Bonjour à tous et toutes. Bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien. Eh bien, on se retrouve, comme chaque fin de semaine, pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, nous avions parlé de motorisation. Je vois que la vidéo vous a bien plu. Cette semaine, je vous propose de vous parler de tout ce qui est boîte et vitesse et châssis. Ensuite, la semaine prochaine, je vous parlerai de tout ce qui est cellules. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler boîte et vitesse et on va parler châssis. Donc, on va faire un petit peu la même chose. On va partir dans les années fin 90 jusqu'à nos jours. À l'époque, il y avait beaucoup de boîtes 5 vitesses manuelles et des boîtes automatiques qui étaient en 4 vitesses. Passé à un moment donné, à partir des années 2000 et un petit peu avant aussi, quelques-unes, on a sorti aussi une boîte robotisée qui est sur mon véhicule d'origine équipée. Alors, tout ce qui est boîte manuelle convient très bien pour des véhicules lourds, c'est-à-dire 3 tonnes 5 et plus. Bien que ça convienne aussi pour tout ce qui est fourgon de livraison, des vannes, à l'époque, il y en avait beaucoup. Mais c'était quand même, si vous préférez, par rapport à la cylindrée du moteur, une boîte robotisée, non, mais une boîte automatique, il vous faut quand même de la cylindrée et de la puissance pour la faire bien fonctionner. Il se trouve qu'en fin de compte, dans ces années-là, il y avait beaucoup de boîtes 5. Les boîtes 5 avaient des avantages et des défauts. La boîte 5 qui était montée sur les camping-cars, que ce soit des vannes, que ce soit des fourgons, convenait très bien. Après, selon la motorisation, on va dire que beaucoup se plaignaient de la 5e qui était ou trop longue sur certains modèles, ou trop courte. Ce qui équivalait, comme disaient les anciens, il fallait faire à peu près, il fallait rester dans les 2500 tours pour ne pas trop consommer sur le véhicule. Et il s'avère que sur certains véhicules, le pignon de 5e était trop court. Donc certains, en fin de compte, avaient résolu le problème simplement en changeant la dimension des pneumatiques, des roues complètement, je vais dire plus précisément, en mettant des roues en 16. Les boîtes 5 de l'époque, qui étaient données pour, on va dire, entre guillemets, courtes, étaient très bien avec des pneumatiques et des roues en 16 pouces. Ça a allongé un peu la 5e, ça a évité d'avoir un bruit moteur assez élevé et surtout de dépasser allègrement les 2500 tours, même à 100 km/h. Moi, j'avais ce cas-là sur, on va dire, voilà, j'avais une boîte 5 avec mon Adriatique de l'époque. Il avait 5 vitesses, mais des jantes et des roues en 16, donc la 5e était très bien. Par contre, quand j'ai eu le Rapido 995M, lui était équipé d'une boîte 5, mais de roues et de jantes en 15. Et là, je peux vous dire que, bon, c'était le même moteur que celui-ci, un 316 CDI. Par contre, avec la boîte 5, quand je roulais sur national ou sur autoroute, j'entendais bien plus le moteur qu'avec ma boîte robotisée 6. C'est normal, le véhicule tournait bien plus lentement. Et pour la même vitesse, évidemment. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour résumer sur les boîtes à vitesse mécaniques, avec un van, un fourgon, et à l'époque, c'était mieux une boîte 5 vitesses mécanique qu'une boîte automatique. Et quand on attaquait plutôt sur les intégraux, les capucines, etc., il fallait quand même avoir des jantes en 16 pour corriger ce problème. Bien qu'il y avait des kits qui étaient vendus, où on changeait simplement le pignon de 5e. Le cul de boîte était démontable sur certains modèles de boîte et on pouvait remplacer le pignon de 5e et rajouter une dent. Ce qui faisait en fin de compte avoir la possibilité de pouvoir avoir comment je pourrais vous expliquer des choses, ne pas dépasser les 2500 tours, voilà, à une vitesse raisonnable.
Je sais que bon, de toute manière, vous le savez aussi bien que moi, un camping-car, c'est pas fait pour faire de la vitesse, mais c'est quand même pas fait pour rouler tout le temps à 80 km/h. On peut très bien rouler à 90, 100, voire 110 sur autoroute, sans pour autant consommer excessivement. Voilà pour les boîtes mécaniques. Les boîtes robotisées ont été une petite révolution. Tellement une révolution que, comme je vous dis, quand ça marche bien, on vend pas assez de pièces, on fait pas assez de main d'œuvre, ben on fait quoi? On les supprime. Et on met ce qui rapporte le plus aux constructeurs. Mais ça, je ai parlé pour les moteurs, c'est la même chose. Hein. Donc ces boîtes robotisées, dans les années 2000 jusqu'en 2006-2007, ont très bien fonctionné. C'était des boîtes 6 vitesses. Que veut dire robotisé? Ça veut dire simplement, c'est un robot qui vous change les vitesses automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'embrayer, de vous prendre la tête dans quelle vitesse je suis ou autre. C'est lui qui fait tout, comme une boîte hydraulique. Sauf qu'en fin de compte, sur une boîte robotisée, on a la même option que sur la boîte automatique, c'est-à-dire on peut le faire semi-manuel, c'est-à-dire vous changez vous-même vos vitesses au tour moteur que vous désirez. Par contre, ces boîtes robotisées ont le même système qu'une boîte mécanique, c'est-à-dire elles ont des disques d'embrayage. Il y avait simplement le cerveau qu'il fallait contrôler de temps à autre. Il y avait très peu d'entretien sur les boîtes robotisées. Je peux vous dire que là, je suis à plus de 100 000 km. Il y a eu une vidange du robot, je parle bien du robot, pas de la boîte qui a été faite, c'est tout. Après, vous avez la boîte à part. Et on fait simplement ce qu'il y a à faire de standard. Si vous n'avez pas, moi j'ai eu très peu de problèmes sur les boîtes robotisées. Et ça a tellement bien marché qu'ils les ont arrêtés et on est passé aux boîtes hydrauliques. Elles sont très bien pour les véhicules lourds, c'est-à-dire tout ce qui est de plus de 3 tonnes 5. Ça va très bien, vous voyez, comme sur mon véhicule, c'est un 6,70 m intégral, théoriquement 3 tonnes 5. Voilà. De manière, tous les camping-cars à l'heure actuelle, les 3 tonnes 5, c'est plus à l'époque des années 90 où on avait un poids standard de 3 tonnes, 3 tonnes 100. Maintenant, vous prenez les camping-cars actuels, c'est sûr, ils ont tellement enlevé un camping-car, pour justement dire, pour réduire le poids et augmenter la charge utile, que vous vous retrouvez, je vais pas dire avec des camping-cars en carton, mais bon, c'est vrai que c'est joli, c'est beau, mais on augmente la charge utile, voilà. Et, et on vous met après des tout petits moteurs, comme je vous ai dit la dernière fois, des 2 litres, des 2 litres 3, pour un poids qui est quand même assez important. Ça, on en a déjà parlé de la motorisation. On va pas se... Donc, ces boîtes robotisées ont très bien marché. Et je conseille, n'ayez pas de crainte sur les boîtes robotisées. Je peux vous assurer, c'est des boîtes qui sont très sûres et très bien étagées. C'est-à-dire, en 6e, moi, je roule à 90, je suis à 2500 tours, 20 km/h. Bon, après, je commence à monter 2006, 2700 tours à 100, 110 km/h. C'est très raisonnable. Et surtout, le bruit moteur, comparé à mon rapido que j'avais, moi, avec le même moteur avant, le bruit moteur, il tourne bien plus lentement. Voilà pour les boîtes robotisées. Après, nous avons les boîtes toutes hydrauliques. C'est-à-dire que là, nous avons une grande flasque avec de l'huile à l'intérieur qui, elle, marche à la pression et vous change directement les vitesses. Vous avez aussi la possibilité de les passer en semi-manuel. Ces boîtes-là, franchement, à l'heure actuelle, je les conseille pour les véhicules de grosse cylindrée. N'oubliez pas qu'une boîte automatique consommera plus en puissance moteur qu'une boîte manuelle. C'est comme ça. Et je vous conseille surtout de les monter sur des motorisations 3 litres. Le problème de nos jours, vous le savez aussi bien que moi, nous avons un choix de motorisation bien moins importante que dans les années 2000. Nous avons supprimé le 2 litres 5, le 2 litres 7, le 2 litres 8. Donc on passe du 2 litres au 2 litres 3
et nous passons après aux 3 litres. Donc, comme ces boîtes-là, en plus, elles sont étagées en 9 vitesses, moi, j'ai vu des 2 litres sur des intégraux. C'est pas une critique que je fais, c'est une constatation. Des boîtes, donc, je vous ai dit, hydrauliques, complètement hydrauliques, 9 vitesses, sur des moteurs 2 litres 3 Fiat, sur des intégraux qui dépassaient allègrement les 3,35, ben, je peux vous dire, dans les montées, dans les descentes, c'est une catastrophe. Et en consommation, ne croyez pas que vous n'allez pas consommer. Parce que franchement, plus vous sollicitez le moteur, plus il consomme. Et le pauvre moteur qui est accouplé avec une grosse boîte hydraulique, sur une petite cylindrée, eh ben, vous consommez. C'est comme ça. Après, c'est sûr que si vous roulez à 70-80, que vous ne prenez jamais l'autoroute et que vous roulez que sur le plat, là, vous pouvez vous dire, ah ben non, moi, je consomme du 10 litres ou du 9 litres. À ce moment-là, il faut vraiment que vous n'ayez pas de vent de face, que vous ne dépassiez pas le 80, que vous soyez sur le plat, que vous n'y ayez pas. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. À l'heure d'aujourd'hui, nous, les anciens, on roule, on va dire, on est plus sage, on est plus calme. On va pas rouler à des vitesses. Moi, j'en ai vu sur l'autoroute, j'étais à 110, ça passe à 130, 140, 150. Et après, on nous dit, oh, ça consomme, oh, j'ai cassé le joint de culasse, oh, j'ai eu un problème avec un piston, une bielle. C'est pas des voitures, les camping-cars. Et ça, beaucoup de nouveaux acquéreurs de camping-cars croient être dans une voiture, mais ils sont dans un camping-car. C'est pas du tout la même chose. En ce qui concerne, comme je vous ai dit, donc, les boîtes hydrauliques, il est préférable, c'est mon avis personnel, de les monter sur des grosses cylindrées. Après, vous pouvez toujours les monter quand même sur des vannes et sur des fourgons, avec des moteurs 2 litres, style le moteur 2 litres Ford de 170 chevaux, le moteur Mercedes 2 litres 2. Vous pouvez aussi, bon, vous avez un fourgon, bien que vous allez me dire, oui, mais moi je vois des fourgons, ils font plus de 3,5 tonnes. C'est un fait. Et bon, moi je trouve qu'à l'heure actuelle, et je vous le dirai toujours, le commerce, le commerce, le commerce, quelque chose qui marche très bien, on va supprimer. Et pourquoi on va supprimer? On fait pas de main d'œuvre, on vend pas des pièces. On a des garanties de 2 ans, au bout de 2 ans, c'est là où commencent les problèmes. Et même, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent, André, j'ai un problème ici, j'ai un problème là-bas. On n'y peut rien. Des personnes qui veulent acheter du neuf se retrouvent bloquées. Parce qu'en fin de compte, tout est identique. On a eu, je citerai pas le nom, un gros groupe qui a acheté tellement de marques que maintenant c'est produit à la chaîne. Tant de temps, tant de temps, tant de temps pour telle et telle chose. Et le problème qu'il y a derrière, c'est qu'il faut qu'en fin de compte ça soit fait, ça dure dans un temps limité. C'est le principe du commerce. Voilà. Et qui sont les perdants? C'est nous. C'est pour ça que moi je préfère mieux avoir un véhicule ancien. Vous pouvez très bien acheter un véhicule neuf. Je préfère mieux avoir un véhicule ancien où on ne construisait pas les camping-cars à la chaîne et on faisait quand même des contrôles systématiques par étape. C'est-à-dire, on montait quelque chose, un contrôle à 20% du véhicule, à 40%. Maintenant, ils font un contrôle général à la fin. Le problème qu'il y a, c'est que s'il y a eu une erreur en début de chaîne, celui qui va contrôler le véhicule ne verra pas l'erreur en début de chaîne parce que ça sera masqué par tout ce qui aura été rajouté par les autres personnes au fur et à mesure. Voilà. Boîte à vitesse, je vous ai résumé les 3. Après, c'est à vous de faire un choix. Mais dites-vous bien qu'il est préférable pour la durabilité de la boîte à vitesse, de la motorisation, du châssis, d'avoir de la cylindrée pour une boîte automatique. C'est important. Maintenant, on va parler des châssis. Les châssis. Alors,
On revient toujours à la même chose. Dans les années, à partir de 95, on va pas remonter trop en arrière. Aux avions, alors qu'est-ce qui se faisait beaucoup à l'époque? Bon, il y avait beaucoup de fourgons. Donc, vous aviez le Fiat Ducato, vous aviez le Ford, vous aviez le Fiat. Oui, le Fiat Ducato, oui, là, je m'embrouille les pinceaux, excusez-moi. Donc, on a dit le Fiat Ducato, le Ford, nous avions le Mercedes Sprinter, les Vito, il y en a eu pas mal aussi. Et nous avions quoi d'autre? Les Renault, Renault Trafic, les Master, etc. La dernière fois, je m'en excuse et j'ai oublié de parler des moteurs Renault qui sont aussi des très bons moteurs. Mais n'oublions pas que dans ces moteurs-là, je résume vite fait, parce qu'il y en a qui me disent que je m'éparpille. Bon, les moteurs Renault, les deux meilleurs moteurs Renault, soit pour les véhicules, je parle bien, c'est le 1500 DCI et le 2 litres de DCI. Ce sont ces deux moteurs-là qui ont fait une révolution chez Renault. Le 1 litre 9, ça n'a pas été le top. On referme la parenthèse. Donc les châssis. Nous avions donc deux types de châssis sur le Fiat Ducato. En commençant par Fiat. Le châssis standard et le châssis maxi. Vous voyez à l'arrière, sur les véhicules, c'était marqué maxi. C'est-à-dire c'était des châssis renforcés. Il y avait la suspension, mais il y avait aussi le châssis. Si vous préférez, le châssis de l'époque, c'était deux poutres, résumé, hein, et deux autres poutres sur le dessus pour renforcer. On avait là un châssis maxi. Ça évitait qu'il vrille. Comment je pourrais vous faire voir? Qu'il vrille. Voilà. Il y avait une solidité extraordinaire. Mais il y avait un problème. Les amortisseurs. Alors sur les utilitaires, évidemment, beaucoup de ces véhicules avaient double lame arrière, renforcé, amortisseur renforcé, avant, arrière. Ceux qui avaient des amortisseurs à ressort, je ne vais pas dire personne, mais à ressort, et tout renforcé. Pour avoir la possibilité d'une charge maximale. Mais sur les camping-cars, au début, ils ont appliqué cela. Mais par la suite, ils ont sorti des camping-cars avec des amortisseurs standards, non renforcés. Ils ont ressorti des camping-cars avec une lame à l'arrière, pas de butée arrière, pour éviter, évidemment, que ce soit le roulis et que ce soit le tangage. Après, ils ont commencé à mettre des butées, mais trop courtes. Donc, les gens ont fait quoi? Eh ben, ils ont acheté ils appellent ça des amortisseurs pneumatiques. Ce n'est pas des amortisseurs pneumatiques. Un amortisseur pneumatique, vous trouvez ça sur le camion. C'est des boudins que vous gonflez à une certaine pression pour avoir une stabilité et surtout pouvoir régler la hauteur du véhicule. Sur nos camping-cars et sur des boudins, à peu près la même chose, mais à la différence, c'est que beaucoup les utilisent à des fins pour avoir une assiette droite et avoir une stabilité arrière meilleure. C'est vrai qu'ils le font. Mais le problème qu'il y a, c'est que après, par la suite, vous avez pratiquement plus de suspension. Quand vous prenez un dos d'âne, ça tape derrière. Parce que vous mettez 3 kg, 3,5 kg dans les boudins à l'arrière, et automatiquement vous dites, oh, il tient super bien la route, c'est magnifique. Et quand vous prenez des aspérités sur la route, ça tape. Vous n'avez plus aucun amortisseur. Le meilleur à l'arrière, si vous voulez vraiment gagner en stabilité, c'est de mettre, si vous n'avez pas une deuxième lame, si vous avez deux lames, de mettre une troisième lame. Ça se fait un petit peu de partout. Les amortisseurs, ben oui, c'est un coût. Mais mettre des amortisseurs renforcés, ben je peux vous assurer, mais ils seront un peu plus durs, mais vous aurez toujours de l'amortissement. Alors que si vous mettez des boudins, automatiquement, ben vous allez, à part de les gonfler à deux, mais il y en a qui vont vous dire, ça sert à rien de les gonfler à deux, il n'est pas droit, moi je veux pas qu'on voie et qu'il est chargé, donc on gonfle et on gonfle, puis en fin de compte, ben c'est un tape-cul. Voilà, excusez-moi de l'expression, voilà. Mais à l'avant, si vous faites rien, ben c'est l'avant qui tangue
et l'arrière qui tient droit. Le mieux, c'est si on a les moyens, c'est de faire les choses, même si vous n'avez pas les moyens. Achetez des butées longues en caoutchouc. Il y a des courtes, vous achetez des longues. Automatiquement, ben, quand ça va taper plutôt sur la butée, ça évitera le tangage. Et ça vous coûtera vraiment bien moins cher que les pneumatiques. Parce que vous ne pouvez pas faire l'arrière et ne pas faire l'avant. Il y en a beaucoup qui font que l'arrière, ils mettent les boudins, ils payent 1000 et quelques euros. Voilà, ils sont contents parce que l'assiette du véhicule est droite. Mais en fin de compte, voilà, c'était moi, c'est mon avis personnel. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on peut se dire. Hein. Voilà. Donc pour cela, moi je dis, le seul exemple de concret que je peux vous proposer, c'est de comparer mon Rapido 995 M de l'époque, qui avait à peu près le même châssis que celui-ci. C'était un bateau. Qu'est-ce que ça veut dire, bateau? Ça veut dire, dans les ronds-points, ça tangue. Réputé pour ça. Et en tenue de route, quand il y avait du vent, mon Rapido 995 M, quand je partais en Espagne, j'arrivais vers Béziers et un peu plus loin où il y avait un vent catastrophique, il tenait pas la route. Il se déportait. Mais... Bon, il y a les pneus aussi, vous me direz qui jouent, mais les amortisseurs étaient vraiment trop souples. Sur celui-ci, d'origine ou en option, je ne sais pas, ils les ont sortis en renforcé. J'ai des lames arrière d'une épaisseur supérieure, j'en ai deux. Et franchement, j'ai les amortisseurs renforcés, plus gros, plus durs. Et pourtant, j'ai quand même un confort qui est très bien. Eh ben, je peux vous dire, c'est un TGV. Le Voyageur 775 que j'ai là, je peux vous dire, mais vous, c'est un TGV, ça bouge pas. Dans les ronds-points, je bouge pas. Sur la route, sur l'autoroute, un régal. Pareil. Comme quand vous êtes dans le TGV, c'est pareil. C'est du vent. Évidemment, vous n'allez pas rouler à 140, 150 sur l'autoroute. À 110 sur l'autoroute. Je double un camion, je bouge pas. C'est un choix. Mais c'est vrai que, comme on dit, c'est de l'argent. De l'argent, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Pour tout ce qui est autre châssis, après, ils ont sorti les châssis Alco. Les premiers châssis Alco qu'ils ont sortis, eh ben, il y avait quand même quelques petits soucis. Parce qu'ils ils étaient à base de câblage. Faire l'amortissement. Ça n'a pas été une réussite. Ça cassait. Les derniers châssis Alco sont très bien. Franchement, moi qui ai travaillé dans la carrosserie, la soudure, la mécanique, ils sont très bien. Le seul défaut que je peux dire sur ce type de châssis, c'est la garde au sol. Attention au dedans. Attention, si vous avez une propulsion avec ce type de châssis, vous êtes bas. Vous êtes très bas. Donc, ça tient bien la route. Évidemment, il faut les amortisseurs avant adaptés. C'est pas que le châssis Alco qui va vous faire tout le système. Il faut de bons amortisseurs. C'est vrai que tout le monde en est content de ces châssis, excusez-moi. Mais, il faut faire gaffe. Hein. Voilà, c'est ça. Un dodane, vous savez qu'en France, on a des dodanes de toutes les dimensions. On est le pays des dodanes, je crois. Eh ben, il y a des gros dodanes, mais il faut faire attention. Moi, je sais que moi, le mien, j'ai une bonne garde au sol. Et pas excessive non plus, moins importante que sur le Rapido. Ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus, en fin de compte, tout dépend aussi du véhicule que vous achetez. Ce qui passe un peu de partout et ce qui tient bien la route, c'est sûr qu'avec un van et un fourgon, ben, c'est mieux. Les capucines, bon, ben, on en parlera prochainement dans les cellules, c'est vrai qu'il y a une grosse prise de vent, bien qu'ils ont fait des efforts sur l'aérodynamique. Vous comparez, moi, mon ancien, mon 995M, il était plus carré que le Voyageur 775 que j'ai. Ce modèle-là, hein, de 2006, hein, qui était plus aérodynamique. Maintenant, il commence à faire des camping-cars plus aérodynamiques, mais c'est mignon. Moi, je trouve que tout s'y se ressemble un peu, c'est un peu comme les voitures, mais qu'est-ce que vous voulez y faire?
C'est comme ça. Ben, j'espère que je vous aurai résumé, en fin de compte, comme je le peux. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir expliquer aux gens, voilà, et vous avez ça comme boîte à vitesse, vous avez ça comme vous avez, ah, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Dites-vous simplement que tout ce qui fonctionne très bien ne dure pas longtemps par rapport à la fabrication, parce qu'en fin de compte, ils se disent, ben, on vend pas assez de pièces, on fait pas assez de main d'œuvre, et on se retrouve au même point de départ que les motorisations. Il faut faire du chiffre, le chiffre. Moi, j'étais là-dedans pendant toute ma vie, le chiffre, faire des chiffres. Voilà. Et c'est comme ça. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me serais pas trop mêlé les pinceaux, comme on dit dans le midi. J'ai quelqu'un qui m'a dit, attention, vous revenez en arrière, on s'y perd un peu. J'espère que je vous aurai fait un petit peu le point sur tout ce qui est boîte à vitesse et châssis. Pour résumer, en fin de compte, ce qui va le mieux à l'heure d'aujourd'hui. Pour résumer globalement ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce qui va le mieux aujourd'hui, c'est des châssis Alco pour tout ce qui est intégraux, capucine, gros véhicules, lourd, PL, voilà. Boîte à vitesse, ce qui va le mieux pour van, fourgon, les boîtes automatiques sont très bien. Quand vous attaquez sur un camping-car style intégral de 3,5 et plus, les boîtes automatiques sont à conseiller qu'avec un moteur de grosse cylindrée. C'est mon point, c'est mon avis. Et le 2 litres 3, je conseille de le monter si vous avez un gros intégral avec une boîte manuelle. Pourquoi? Parce que ces moteurs sont de très bonne qualité, mais ils ne sont pas conçus, comme je le dis et je le redirai toujours, c'est des cylindrées qui sont trop faibles. Et vous allez avoir des problèmes en montagne. Au fur et à mesure, vous allez échanger souvent vos disques et vos plaquettes. Je vous le garantis. Même avec un ABS, vous allez échanger souvent. Après, vous allez vraiment solliciter beaucoup l'embrayage, puisqu'embrayage a changé, le mécanisme a changé. Et après, vous allez solliciter aussi l'heure. Et là, comme il n'y a pas de joint renforcé de culasse, les pistons et les bielles standards, c'est dommage que je puisse pas vous comparer un vilebrequin, des bielles et des pistons. Un moteur 2 litres 7, 2 litres 8, avec les moteurs actuels 2 litres 3. Et c'est comme ça. Voilà, ben, j'espère que vous passerez un bon week-end. Vous savez qu'il va être très difficile. Nous vivons une époque très difficile. Je parle ça pour ceux qui ont plus de 50 ans et qui ont eu la joie de vivre les années 80-90, aux années 2000, je vais dire. On a eu quand même des bons moments. Tout le monde s'entendait bien. Où on gagnait bien notre vie. Que les produits qu'on achetait étaient de bonne qualité. À l'heure d'aujourd'hui, vous voyez, j'attends ma nouvelle machine à laver. Tous les 4 ans, je la change. Des roulements ou autre. Voilà. Comme ça. C'est ça que j'adore, mon voyageur 775 LVX. Franchement, quand je suis dedans, je vois la qualité, je me sens bien, je me sens en sécurité. À très bientôt. Je parle trop aujourd'hui. Passez un bon week-end. Bientôt.